Contez-nous, l'émission qui compte énormément. Céline Cossard. Chers auditeurs, chères auditrices, ou pour simplifier, chères auditorices, bienvenue à Contez-nous, l'émission qui compte énormément. Nous allons nous retrouver tous les mois sur Dig Radio pour parler de contes. Il y aura des discussions autour d'un thème et des histoires susurrées à vos oreilles. Tout cela pour vous faire découvrir le conte et la littérature orale. Et vous verrez, les contes, ce n'est pas que pour les enfants. Aujourd'hui, c'est la première. C'est même une première pour moi, car je suis artiste conteuse, j'ai l'habitude des spectacles et du public, mais pas du tout de la radio et des auditorices. Mais j'ai envie de vous faire partager ce qui me tient à cœur, ce qui me tient à corps, ce qui me tient debout. Et j'aimerais débuter cette série avec cette question. Pour vous, qu'est-ce qu'un conte ? Bon, évidemment, je n'entends pas vos réponses, mais je peux les deviner. Beaucoup me répondraient « Un conte, c'est une histoire pour les enfants. Un livre, c'est Cendrillon, Blanche-Neige, Barbe-Bleue. Et peut-être même Disney. » D'autres parleraient d'oralité, de transmission des histoires à travers les siècles, ou encore d'imagination, de plongée dans la psyché humaine, de moralité, d'explication du monde. Et puis, j'entendrais des noms d'artistes. Jérôme Aubineau, Bernadette Bidaude. On me parlerait de spectacles, de contes en extérieur, en salle de théâtre, avec musique, danse. Il y en aurait même des spécialistes qui évoqueraient la mythologie, la cosmogonie, les légendes, les récits de vie. Bon, ça fait un peu long comme réponse, non ? Un peu embrouillé aussi. Pour nous désembrouiller, pour nous remettre les idées au clair, j'ai invité Jean-Loïc Lequelec pour qu'il nous dise, lui, mais qu'est-ce que c'est que ça, un conte ? Car Jean-Loïc Lequelec est spécialiste. Il est anthropologue, préhistorien, mythologue, chercheur émérite au CNRS, mais il est avant tout un homme qui aime découvrir et qui aime partager, raconter ses découvertes aux autres. Alors Jean-Loïc, bonjour. Bonjour. Ma première question pour toi est simple. Dis-nous, qu'est-ce qu'un conte ? Mais en fait, c'est une question très compliquée, ça. C'est pas du tout une question simple, c'est vraiment une question compliquée. Et il y a des gens qui, depuis très longtemps, se cassent la tête pour essayer de trouver une réponse simple. C'est pas si facile que ça, en fait. Bon, alors on peut dire, pour rester simple, que c'est une histoire. Bon, conter, c'est raconter une histoire. Mais une fois qu'on a dit ça, quel genre d'histoire ? Parce que est-ce que c'est raconter un truc qui m'est arrivé avant-hier, quand j'allais au cinéma, j'ai rencontré machin chouette, et puis il m'a raconté lui-même qu'il lui était arrivé quelque chose, etc. Est-ce que c'est ça, ce genre d'histoire-là ? Non, c'est pas ce genre d'histoire-là. Et du coup, on peut se dire, mais comment fait-on, c'est une histoire, comment fait-on pour reconnaître un type particulier d'histoire qu'on va appeler conte ? Eh bien déjà, c'est une histoire, disons, qui n'est pas personnelle. C'est pas quelque chose qui m'est arrivé, qui arrive à quelqu'un que je connais, quelque chose dont j'ai été le témoin. C'est quelque chose que je raconte, mais qui vient pas vraiment de moi, en fait, qui me dépasse, quelque chose que je tiens de quelqu'un d'autre, en fait. C'est une histoire qui s'est transmise. Et tu parlais tout à l'heure d'oralité, c'est effectivement, au départ, une histoire de tradition orale. Des gens racontent une histoire, et puis cette histoire, elle est re-racontée par d'autres, re-racontée. Borges, il disait que toute la littérature, en fait, c'est toujours 3 ou 4 histoires simplement, qui sont toujours racontées depuis l'origine de l'humanité, tout le temps, mais modifiées. Et en fait, on peut dire que c'est ça, un conte. C'est une histoire qu'on a entendue et qu'on raconte à son tour en la modifiant, en changeant un petit truc, parce que on la raconte pas devant les mêmes gens, dans les mêmes circonstances que celle qui nous a permis de l'apprendre. Et donc c'est une histoire qu'on a entendue, qu'on raconte à nouveau, et qui se raconte comme ça depuis, on y reviendra sans doute, depuis très longtemps. Mmh. Oui, depuis très longtemps, mais est-ce qu'on sait justement depuis quand ça existe, les contes ? Alors, pour savoir depuis quand ça existe, il faudrait peut-être préciser un petit peu, parce que c'est une histoire qui n'est pas personnelle, c'est pas une histoire historique, disons, ça appartient pas non plus, c'est pas la grande histoire, on va raconter, je sais pas moi, l'épopée napoléonienne, bon, ça c'est pas un conte, c'est de l'histoire. Alors, les histoires qui se racontent de tradition orale, on les a déjà entendues, les gens les répètent, savent pas trop d'où ça vient. C'est des histoires anonymes, disons. Elles sont de plusieurs genres quand même, elles sont de plusieurs types. Et on a coutume de distinguer les contes à proprement dit, les mythes, les légendes.
Et alors, on dit souvent que les contes, c'est des histoires qui se racontent dans un temps qui n'est pas précis. Très souvent, il était une fois, c'est un des débuts, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est un des débuts classiques pour commencer un conte. Il était une fois. Bon. Et alors, quelle fois, on ne sait pas. Enfin, on ne sait pas quand c'est. Dans un château. Quel château? Où ça? Dans quel pays? Dans quel département? Si on connaît le pays, personne n'en sait rien, c'est pas précisé. Une princesse ou un roi, comment il s'appelait? On ne sait pas. En fait, on ne sait pas grand-chose et on ne sait surtout pas ni quand, ni à quel moment, ni à quel endroit. C'est très imprécis, mais n'empêche qu'on raconte l'histoire. Et ça, c'est propre au conte. Et dans le conte, souvent, les personnages n'ont pas de nom, à part quelques-uns qui sont restés célèbres, genre le petit chaperon rouge, mais c'est même pas un nom, c'est son habit, en fait. Et Blanche-Neige, c'est pas son nom non plus, c'est une espèce de surnom, parce que blanche comme la neige, bon voilà. Et les gens n'ont pas de nom, c'est le roi, la princesse, le petit garçon, la petite fille, la grand-mère, etc. Et on est dans une espèce de flou comme ça qui est assez caractéristique du conte. La légende, c'est aussi des histoires qu'on raconte de la même manière parce qu'on les a entendues puis on les répète un peu différemment. Ouais. Mais la légende, elle est localisée. On va vous dire, le château là que tu vois, celui-là, là, par un autre, à tel endroit, ou le menhir, là, tiens, on va aller le voir justement, et on va devant le menhir, et là, on raconte une histoire, c'est Gargantua, un jour, il passait par là, il avait un truc qui le gênait dans sa botte, il retire sa botte, il la secoue, pof, il tombe une pierre, elle s'en fiche dans le sol, c'est ce menhir. Et bien, c'est ce menhir-là, et pas un autre, c'est très localisé, et puis là, on vous donne des noms, c'est précis, et donc ça, c'est ce qu'on appelle la légende. Et puis, le mythe, c'est aussi dans un temps pas très précis, mais c'est à l'origine du monde, très souvent. C'est un peu plus précis que le conte, où on ne sait pas quand ça se passe, mais c'est aussi un temps très imprécis. C'est par exemple au temps où les bêtes parlaient. Ah oui, c'est gentil ça, le temps où les bêtes parlaient, mais c'est quand exactement ça? Bon, on ne sait pas, mais on devine bien que ça doit être quand même assez ancien, parce que ça fait longtemps que personne n'a entendu parler les bêtes, sauf pendant la nuit du 1er de l'an. Mais c'est des temps, disons, des origines, voilà, extrêmement anciens. Et là, c'est des récits aussi de tradition orale qui donnent l'origine de quelque chose. Par exemple, on va vous raconter une histoire qui donne l'origine de la mort, en disant « Ah, mais à l'origine, autrefois, au temps où les bêtes parlaient, les gens ne mouraient pas. Les gens, ils étaient immortels. La mort n'existait pas. Ou alors, on pouvait mourir comme ça, mais c'était pas trop grave, parce que ça durait 2-3 jours, comme une espèce de petite maladie, une grippe, et puis on s'en remettait très très bien. Voilà. Et puis, il s'est passé un truc, et c'est ça que raconte l'histoire. Et ce truc fait que, maintenant, nous sommes mortels. Voilà. Donc, il y a 3 grands types de récits, comme ça, qui ont des interconnexions, il y a des passages de l'un à l'autre, ça c'est un peu les spécialistes qui classifient, ou les conteurs aussi des fois, les conteuses qui classifient comme ça, mais c'est pour s'y retrouver, parce que c'est une masse tellement énorme, tous ces récits de tradition orale, que pour s'y retrouver, on a coutume de ranger d'un côté les contes, d'un côté les légendes, et puis quelque part ailleurs les mythes, c'est juste pour s'y retrouver. Voilà. Et donc, une fois qu'on sait ça, on voit bien que ces histoires, elles ne sont pas localisées dans le temps. Donc, les placer dans un temps précis, ce n'est pas du tout évident. Maintenant, on a des méthodes pour le faire qui permettent de montrer et même de démontrer. Alors, on ne peut pas le faire trop à la radio comme ça parce que ce serait long, mais ce serait peut-être une émission spéciale. On peut montrer que certaines de ces histoires ont des millénaires, voire des dizaines de millénaires, et voire pour certaines des centaines de millénaires, que c'est des histoires, pour certaines d'entre elles, pas toutes, elles se racontent depuis la préhistoire. Ah oui, c'est impressionnant. C'est la force des traditions orales. On a une idée commune qui nous vient peut-être de l'école, qui dit que les écrits restent, les paroles s'envolent. Moi, j'ai coutume de dire que oui, les écrits, ils brûlent, surtout. Et une fois que c'est brûlé, c'est disparu. Tandis que les traditions orales, ça passe par tellement de bouches que s'il y a quelqu'un qui meurt et qui emmène avec lui toute une bibliothèque, selon le proverbe. Mais il y a d'autres bibliothèques à côté qui, elles, sont toujours vivantes et qui continuent à transmettre. Et il ne faut pas confondre la mémoire personnelle, la mémoire individuelle, qui est effectivement brève, sujette à des défaillances, fragile. Quand les gens meurent, leur mémoire part avec, etc. Avec quelque chose qui tient d'une mémoire collective et qui, elle, défie les millénaires. Ah oui, et c'est ce qu'on appelle la littérature orale.
Alors l'ensemble de tous ces récits, Oui. alors les mythes, les contes, les légendes, mais aussi les proverbes, les devinettes, les mimologismes, c'est-à-dire les cris qu'on prête aux oiseaux, tout un tas de petites histoires comme ça qui se racontent, ou de longues histoires qui se racontent de tradition orale, c'est ce qu'on a appelé la littérature orale. On considère que c'est... Alors dans littérature, il y a lettres, hein, et donc la littérature, ça relève de l'écrit. Mais il y a une espèce de noblesse dans la littérature qui n'y aurait pas dans les traditions orales. Et si on parle de littérature orale, c'est aussi pour conférer une noblesse similaire à ces traditions orales, avec aussi l'idée importante qu'il y a un style oral. Autant il y a un style écrit, on reconnaît un bel écrivain, on aime tel ou tel type de récit, de roman, parce qu'on apprécie tel ou tel style. C'est pareil pour l'écriture orale, hein. C'est pareil pour les traditions orales. On parle d'écriture orale, alors évidemment c'est complètement idiot parce que c'est même contradictoire, hein, voilà. Oui. Mais c'est une façon de dire qu'il y a aussi un style, il y a aussi des façons différentes de conter, et il y a aussi un apprentissage. Il ne suffit pas juste de se lancer comme ça puis de dire des trucs. Il y a un apprentissage, il faut connaître un répertoire, et puis il y a un art de raconter qui ne s'improvise pas tout de suite, hein. Il y a un métier. Bien sûr, c'est un métier, oui, de raconter. Enfin, peut-être qu'avant, ce n'était pas forcément un métier, d'ailleurs. Il y a un métier au sens avoir du métier. Oui. Je ne parle pas ici de métier comme de profession, hein, de gagner son argent en faisant ça. Ça existe, hein. Il y a des conteurs de profession, et il y a eu des conteurs de profession chez nous, hein, et il y en a encore dans plein de pays du monde, mais ce n'est pas ça que j'entends par métier. J'entends par métier le fait de peaufiner son ouvrage, hein, de travailler, d'avoir du métier, comme on dit. Hein. D'accord. Voilà, un maçon qui construit un mur, donc on va se dire, ah ouais, dis donc, super le mur, hein, c'est parce qu'il a du métier, et moi si j'essaie de faire pareil, moi qui n'ai pas de métier du tout, je vais tout cafouiller, quoi. Bon, voilà. Mais c'est pareil pour les traditions orales. Oui. Et est-ce que on peut imaginer pourquoi ces histoires ont existé, pourquoi elles sont apparues? Est-ce qu'il y a eu un besoin de raconter, d'expliquer Alors, les pourquoi des origines, ça, c'est les contes qui répondent souvent à ces questions-là. C'est des questions auxquelles les savants, en fait, ne savent pas trop répondre. C'est des questions super compliquées. D'abord parce que il n'y a pas de témoins des origines, hein. Donc ça, c'est vraiment des questions difficiles. Alors, on peut imaginer, on peut échafauder des hypothèses. Et actuellement, par exemple, il y a des gens, des linguistes, hein, qui réfléchissent sur l'origine du langage. Parce qu'évidemment, qui dit conte, tradition orale, dit langage. Sans langage, il n'y a rien de tout ça. Bon, tout ça est quand même lié à la langue, au fait de parler, au fait d'utiliser la langue pour transmettre quelque chose. Bon, transmettre du contenu, ou transmettre des émotions, les deux à la fois, etc. Et les gens qui réfléchissent, les linguistes qui réfléchissent à l'origine du langage, pensent maintenant que c'est lié à l'art du conte, et que en fait le langage serait né même du désir de conter. C'est-à-dire que à l'origine, il y aurait eu un type de langage, tout à fait à l'origine, un type de langage très simple dans sa structure, mais qui peut être compliqué par ailleurs. Un langage qui consiste à dire, par exemple, imaginons que je suis un homme préhistorique et que je suis Néandertal, hein, quelqu'un du monde de Néandertal. Je dirais, par exemple, à mes petits camarades, moi, mammouth chasse demain. Toi, viandre. Et l'autre en face, il peut répondre oui ou non. Hein, on comprend très bien. Oui, on comprend. Et avec ce langage-là, on peut avoir une vision du monde très compliquée, parce que c'est un langage qui peut contenir des milliers et des milliers de termes de vocabulaire pour désigner des plantes, des astres, des animaux. Et avec ce langage-là, on peut coopérer, on peut organiser une chasse au mammouth, par exemple, collective, en disant toi, mettre là, moi, rester là, etc. Et organiser des trucs très compliqués. Et ce type de langage permet aussi une tradition orale, puisque c'est le langage qui permet de dire, par exemple, les proverbes. Beaucoup de proverbes sont de ce type de langage, en disant « père avare, fils prodigue ». C'est un langage hyper simple qui permet des paroles de sagesse, comme ça. Hein. Mais avec ce langage-là, ce type de langage-là, on ne peut pas vraiment compter. C'est-à-dire, on ne peut pas dire « écoute, je vais te raconter une histoire que m'a raconté mon grand-oncle un jour, qu'on était perdu dans la forêt. Et là, il m'a dit « écoute bien,
écoute bien ce que je vais te dire, parce qu'un jour, toi-même, tu t'en souviendras et tu raconteras à tes enfants que, et ça continue. Ce type de récit-là, ça suppose un autre genre de langage. Un langage qui va permettre de transmettre une expérience qui n'est pas la mienne et qui va permettre de sortir du présent pour parler d'un temps, un temps immémorial ou un temps réel de l'histoire, en tout cas un temps qui n'est pas le temps présent du moment où je parle. Ce type de langage-là, en fait, répond, selon les linguistes, à un désir de communiquer quelque chose qui ne m'appartient pas, quelque chose dont j'ai hérité, soit que j'ai entendu, dont j'ai été témoin, dont d'autres ont été témoins. Et en fait, ce serait le désir de raconter ce genre de choses qui aurait progressivement abouti au langage tel que je l'utilise aujourd'hui, avec des qui, des dont, des que, des quoi, qui permet de se situer dans le temps, de témoigner d'expériences qui ne sont pas la mienne, dont j'ai hérité, ou dont j'hérite de quelqu'un qui lui-même en a hérité, etc. Des choses qui sont finalement simples, puisqu'on utilise ça tous les jours, mais qui finalement sont très compliquées. Et en fait, ça remonte à l'origine même du langage, c'est-à-dire très 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 loin, et à l'origine des humains modernes. Et donc ces histoires qui remontent il y a très 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 longtemps, elles ont été transmises uniquement par la parole. On m'a raconté une histoire et puis je la raconte à mon tour. Oui, pour une raison très simple, c'est que dans l'histoire de l'humanité, l'écriture, elle apparaît très tardivement. C'est un phénomène extrêmement récent. En fait, c'est même un épiphénomène, on peut dire. C'est quelque chose qui, à l'échelle de l'humanité, est quasiment négligeable. Évidemment que c'est important, je ne dis pas que c'est rien du tout, mais c'est à l'échelle de l'humanité quasi négligeable. C'est-à-dire, l'humanité existe, l'humanité moderne, telle qu'on la connaît, c'est-à-dire nous, on est là depuis 300 000 ans. L'écriture, c'est quoi? C'est 3000 ans avant notre ère? C'est rien du tout. Bon, donc, pendant 300 000 ans, moins 3000, les humains ont transmis des connaissances, toute une bibliothèque orale, en fait, qui n'était forcément pas écrite, puisque l'écriture restait à venir pendant des centaines de milliers d'années. Et donc, pendant ces centaines de milliers d'années, les contes se sont transmis, les histoires se sont transmises, les connaissances aussi se sont transmises. Et à un certain moment donné, quand l'écriture est apparue en plusieurs endroits du monde, en Chine, en Égypte ancienne, il y a plusieurs endroits, à Sumer avec les cunéiformes. Quand l'écriture est apparue, des gens ont commencé à noter des choses qui se disaient depuis très 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 longtemps. C'est pas parce que ça a été noté, par exemple, l'épopée de Gilgamesh, avec la première attestation écrite de l'histoire du déluge, ça a été écrit donc sur des tablettes cunéiformes vers quelques millénaires avant notre ère, mais c'est daté, voilà, mais l'histoire ne date pas de ce moment-là. Ce qui est daté là, c'est quelqu'un qui s'est dit « Ah, elle est super cette histoire, tiens, je vais l'écrire », une fois que l'écriture était inventée. Mais cette histoire, elle circulait depuis très, 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 très longtemps. Et est-ce que dans tout ce temps-là, est-ce qu'il y a un risque que des contes se soient perdus ? Forcément, il y a des contes qui se sont forcément perdus, puisque, d'une part, tous les peuples du monde ont un répertoire de contes. Toutes les populations du monde ont un répertoire de contes. Toutes les populations qu'on a pu connaître, soit vivantes actuellement, soit disparues. Je parlais des Sumériens, eux, ils ont disparu, mais ils ont écrit. Donc on sait qu'ils avaient des contes qui racontaient des choses qui se racontent encore de nos jours. Donc là, on est sûr que, par exemple, ça dure quand même quelques millénaires. Mais on a des tas de peuples qui ont disparu sans avoir jamais rien écrit, sans qu'aucun visiteur n'aille à leur rencontre et note ce qu'ils racontaient. Alors soit ça peut être des visiteurs, ça peut être des ethnologues, des anthropologues, ça peut être simplement des voyageurs, etc. Ou des colons aussi, c'est arrivé 1000 fois, des missionnaires, etc., qui ont été dans plein de pays et qui ont noté des histoires racontées par les gens du pays. Plein de peuples ont disparu sans qu'on sache rien d'eux, on ne connaît même pas leur langue, on sait juste leur nom, on sait vaguement qu'ils ont existé. Ceux-là, tout leur répertoire de contes a forcément disparu. Et est-ce qu'on peut en découvrir actuellement de ces histoires qui ont disparu, par exemple ? Est-ce que ça peut arriver ? Bien sûr, oui, bien sûr. Déjà, vu ce que je viens de dire, il y a encore des peuples qui sont
qu'on appelle les non-contactés, des peuples qui n'ont pas eu de contact avec l'Occident, avec un magnétophone, avec l'écrit justement, etc. Et donc quand ça arrive encore, des populations comme ça sont rencontrées, on peut noter leur tradition orale, mais même chez nous, il y a d'une part les contes qui se racontent depuis toujours, mais comme disait Borges, que je citais au début, c'est toujours les mêmes histoires qui sont racontées et modifiées ou mêlées les unes aux autres, ou à l'intérieur d'une histoire qui va servir de cadre, j'isole un personnage, puis il se met lui-même à raconter une histoire, et peut-être dans cette histoire, il va parler de quelqu'un qui raconte une histoire. Et donc ça, c'est une astuce de conteur et de conteuse qui permet d'embrayer des histoires, de les mélanger, de les insérer les unes dans les autres, ce qu'on appelle un récit cadre. Et donc là, si je fais ça et que je l'improvise, parce que j'ai un répertoire, je connais plein d'histoires, puis en fonction des gens que je vois en face, mon histoire que je raconte d'habitude comme ça, je me dis tiens, ils ont l'air de tenir le coup, je vais raconter un truc un peu plus long, et donc je prends un des personnages, puis je lui fais raconter une histoire. En faisant ça, je crée une nouvelle version de l'histoire que j'étais en train de raconter. Les gens qui sont dans la salle à ce moment-là, si je suis conteur, dans, je sais pas, ou à un moment d'une noce, ou enfin les gens qui m'écoutent à ce moment-là, ils vont entendre cette histoire-là. S'ils la connaissaient pas, ils entendent une histoire, c'est tout. Ils savent pas, eux, que moi, je suis en train de bricoler un truc, que je rajoute une histoire dans l'histoire, etc. Et si un jour, si ça leur plaît, ils se disent « Ah, elle est super son histoire à lui, dis donc, j'aimerais bien raconter ça ». Si un jour ils se mettent à la raconter, s'ils s'en rappellent bien et qu'ils se mettent à la raconter, ils vont raconter l'histoire telle que je l'ai racontée, et hop, voilà parti, dans le monde de l'oralité, une nouvelle version. Oui. Du coup, ça en fait beaucoup, beaucoup après de versions. Il y a autant de versions que de comptages, parce qu'à chaque fois que je raconte une histoire, même si c'est pas moi qui l'ai inventée, même si j'en hérite par la tradition orale, le fait que je la raconte vivement, je la récite pas, c'est pas un truc écrit que j'ai appris par cœur et que je vais réciter mot par mot, je la raconte. Donc du fait que je la raconte, déjà c'est faillible, je peux avoir un petit trou de mémoire, je peux bafouiller comme ça m'arrive, comme ça arrive à tout le monde, je peux remplacer un mot par un autre, etc. Et puis à un moment donné, je peux avoir un trou aussi, donc là j'ai un petit temps de latence, et puis hop, j'improvise, et puis je me ramasse et tout ça, et puis hop, je repars un peu différemment. Bon, à chaque fois je crée une nouvelle histoire. Et puis en face, les gens qui sont là en train d'écouter, soit je vois qu'en fait ils se fatiguent un petit peu, ils en ont un peu marre, ou au contraire ça les amuse beaucoup, ou ils sont complètement passionnés, ils me regardent comme des petits enfants avec la bouche ouverte, voilà. Donc je vois bien ce qui se passe en face, et ça influence ma manière de raconter. Donc je vais rallonger, je vais raccourcir, je vais changer tel passage, et puis moi-même, pris par mon élan de conte, pris par l'oralité, un peu excité par moi-même à mesure que je raconte, et je vais me mettre à improviser des trucs, je vais changer des trucs, je vais improviser un poème à l'intérieur, ou un chant, je ne sais pas. Et donc, forcément, à chaque fois que je compte, c'est une nouvelle version qui se réalise. Et après, il y a aussi des personnes qui ont écrit des contes. Comme en France, on connaît Charles Perrault, il y a les frères Grimm en Allemagne, il y a Andersen aussi. Et alors, quelle est leur part en fait de création, de créativité, d'écriture dans les contes qu'ils ont mis en livre? Alors, il y a des contes qui sont strictement littéraires. On parlait de littérature. Alors là, c'est vraiment de la littérature écrite, des gens qui utilisent le genre conte, c'est un genre littéraire aussi, qui tient plutôt de la nouvelle, disons. C'est des récits brefs, c'est pas un roman de 500 pages. Voilà, je vais écrire un truc qui va faire 10 pages, une petite histoire, et je l'appelle conte. Alors dans ces récits-là, qui sont des récits proprement littéraires, il y en a qui sont fortement imprégnés de littérature orale, et puis d'autres qui sont de la création pure, où les gens inventent complètement une histoire d'un bout à l'autre. Bon. Mais si on prend par exemple Salman Rushdie, pour prendre un auteur qui est assez connu, lui, il écrit des contes qui sont totalement imprégnés de littérature orale. Mais les gens qui les lisent ne sont pas forcément au courant. S'ils connaissent pas le répertoire, ils vont pas reconnaître dedans. Mais ça c'est un morceau de conte, je la connais cette histoire en fait, mais pas racontée de la même manière, mais je reconnais bien le schéma, la trame, voilà.
Mais pour ça, il faut la connaître, l'histoire. Les gens qui ne la connaissent pas lisent un récit littéraire, ils ont l'impression et puis c'est vrai aussi, de lire une création absolue de la part d'un auteur. En fait, c'est un auteur ou une autrice qui s'inspire de la tradition orale et puis qui la mouline à sa façon pour faire une œuvre écrite. Mais les conteurs et conteuses qui travaillent oralement font pareil, au fond. C'est-à-dire, ils héritent de quelque chose de la tradition orale, ils moulinent ça à leur façon et ils restituent à leur manière, avec leur style et avec leur part d'improvisation, leur part de modification. Il n'y a pas grande différence. La différence, c'est l'écrit et ensuite le type de transmission. Évidemment que le destin de transmission d'un texte écrit n'est pas exactement le même que celui de la littérature orale. Mais il y a des passerelles entre les deux tout le temps, mais aussi avec la littérature, mais aussi avec beaucoup d'autres genres artistiques, puisque dans la bande dessinée, dans le cinéma, dans beaucoup de créations contemporaines, il y a du conte partout. Oui. C'est vrai que souvent, les enfants et les gens, pour eux, les contes viennent des livres. Oui, parce qu'on a l'image de... Alors, il y a plusieurs, disons, clichés qui fonctionnent, dont on hérite aussi. Hein. Il y a le cliché des histoires de bonnes femmes. Hein. Les contes, c'est les femmes qui racontent aux petits-enfants. Voilà. Alors encore mieux, la grand-mère qui raconte aux petits-enfants. Alors il y a ces images qu'on voit avec la grand-mère, avec sa coiffe, et puis tous les petits-enfants autour qui écoutent, et puis la grand-mère qui a un grand livre, et puis qui raconte des contes. Bon, ça c'est une image d'Épinal, en fait, qui n'est pas fausse, voilà, mais c'est pas ça le conte. Ça, c'est un type de conte, c'est un moment de transmission des contes, une époque, un milieu social aussi. Hein, alors que les contes, ils peuvent être transmis de 1001 autres manières. Et notamment, alors l'idée de la vieille femme, la vieille conteuse, bah oui, ça existe, les vieilles conteuses, mais il y a aussi des jeunes conteuses, quoi. Hein. Bon, il me semble qu'il y en a pas loin, là. Hein, bon. Et qu'il y a aussi des conteurs. Et puis des vieux conteurs, puis des jeunes conteurs. Donc tout ça, et puis les vieux conteurs, ils ont été jeunes à un moment donné, et les vieilles conteuses, peut-être que c'est des anciennes jeunes conteuses, quoi. Donc tout ça, on voit bien que c'est des images d'Épinal qui fonctionnent, qui sont séduisantes, mais qui sont fausses, tout en étant un peu vraies, mais grosso modo qui sont fausses. Et conter aux enfants, bah oui, évidemment que les enfants, ils ont le droit d'écouter les contes, mais les contes ne sont pas faits pour les enfants. Les contes, ils sont faits pour tout le monde. C'est des histoires, et c'est des histoires qui ont un avantage par rapport aux enfants, hein, c'est que les enfants peuvent les entendre et trouver ça super. Voilà, et être complètement embarqués par l'histoire. Et ensuite, quand les enfants grandissent, et puis quand ils deviennent de plus en plus vieux, c'est-à-dire nous, hein, on peut réécouter ces histoires-là, y retourner et y voir des choses qu'on n'avait pas vues quand on était enfant. Et comprendre ou voir des choses dans ces histoires. C'est des histoires sans fin, en fait. Ces histoires qui peuvent être revisitées tout le temps. Il y a des gens qui passent leur vie, qui ont écrit des bibliothèques entières pour interpréter les contes, hein, pour dire « ouais, mais c'est une histoire, d'accord, mais derrière, il y a quelque chose. » Et ça veut dire ci, ça veut dire ça, et voilà, il y a une signification, et c'est symbolique, et tout ça. Bon, on a des tas de gens qui s'occupent de ça, et ça peut passer toute la vie. Mais il n'empêche qu'au départ, c'est toujours juste une histoire. Voilà. Et donc cette histoire, elle n'est pas faite ni pour les psychanalystes, ni pour les gens qui sont des adeptes du symbolisme, ni pour les enfants, ni pour les jeunes, ni pour les vieux, ni pour les hommes, ni pour les femmes. C'est des histoires qui sont faites pour tout le monde, et qui peuvent être racontées par tout le monde, et qui de fait sont racontées par tout le monde. Bien, merci beaucoup Jean-Loïc. Je pense que grâce à toi, on a avancé un peu sur le chemin des contes et de la littérature orale. On voit un peu mieux à ce que c'est, à quoi ça peut ressembler. Et avant de nous quitter, je voudrais juste rappeler aux auditeuristes qu'on peut te retrouver en conférence en accompagnement du spectacle de Rage, de rêve et d'os de Bernadette Bidot, qui sera invitée sur une prochaine émission. Est-ce que juste tu peux nous dire un tout petit mot sur ce que vous faites ensemble ? Alors c'est un spectacle qui est construit en parallèle, je dirais, d'un travail que j'ai fait sur un type de conte particulier, qui est le conte de l'émergence primordiale des humains et des animaux, qui dit en 2 mots, je ne vais pas le raconter, ce serait trop long, hein, mais qui dit que les humains et les animaux, autrefois, ils vivaient sous terre, et un jour, ils sont sortis à l'air libre et ils se sont dispersés de par le monde. Voilà, ça vraiment, c'est réduit au maximum. Il ne faut jamais raconter des histoires comme ça. Hein. Normalement, pour raconter cette histoire-là, il faut une bonne demi-heure au minimum. Bon, voilà.
Mais c'est le thème de l'histoire. Et donc cette histoire permet de comprendre pourquoi les humains préhistoriques sont allés dans des grottes pour représenter des animaux et certaines images qui collent tout à fait avec cette histoire-là. Donc j'ai fait un gros livre qui s'appelle « La caverne originelle » pour expliquer ça en détail et pour montrer que ce récit-là, justement, qui est toujours raconté de nos jours, se raconte depuis des centaines de milliers d'années. Il remonte à la préhistoire. Et donc, à partir de là, sur cette idée, disons, à partir de cette idée-là, Bernadette a construit un spectacle qui n'est pas du tout une illustration de cette idée, c'est simplement une manifestation poétique de cette image-là, une mise en bouche, une mise en conte de cette histoire-là. Et donc, moi, je participe au spectacle, mais surtout avant ou après, ça dépend comment les gens veulent, je fais une conférence pour expliquer comment j'ai pu faire et comment on peut faire pour démontrer que cette histoire-là particulièrement a plusieurs centaines de milliers d'années. Parce que c'est pas juste parce que je le dis, c'est qu'il y a une démonstration. Et donc il y a une conférence qui démontre ça en s'appuyant sur les travaux du livre et ça complète complètement le spectacle qui lui est une vision poétique de l'émergence et du retour à la grotte originelle qui a l'avantage de mêler le présent et le passé, l'actuel et la préhistoire, avec l'histoire d'une jeune archéologue donc, qui est d'aujourd'hui et qui fait une découverte dans une grotte qui va l'emmener du côté de l'oralité de la préhistoire. Donc je n'en dis pas plus pour ne pas divulguer. Non. Et les gens peuvent vous voir donc à Rouen le 6 octobre et le 5 octobre. Alors le 6 c'est à 18h, c'est pour le festival La Puce à l'oreille. Et la conférence, donc, le 5 octobre à 16h. On peut aussi vous voir au Château d'Oléron le 15 octobre à 20h30 pour le spectacle. Et le 16 octobre au même lieu à 18h pour la conférence. Également au festival Conteurs en campagne le 2 novembre à 20h30. Et la conférence le 2 novembre à 15h. Et ça, c'est à l'abbaye de Belleval. Et puis, le 7 décembre, à Thionville, au tiers-lieu Le Puzzle, la conférence est à 11h et le spectacle de Rage de rêve et d'os est à 16h. Voilà, merci. Et pour les gens qui ne pourront pas être là, il y a un petit livre qui s'intitule « Avant nous le déluge », qui synthétise tout ce qu'on peut savoir sur les contes, l'oralité, leur transmission, leur ancienneté. Et c'est un livre pour les gens qui trouvent ça intéressant, mais qui n'ont pas forcément le temps d'y passer des heures et des heures de lecture. Et donc, ça permet de faire le tour de ces questions assez simplement, avec un petit peu d'humour. Voilà, ça s'appelle « Avant nous le déluge ». Merci beaucoup. Et puis juste pour vous dire que la Fabrique des Échos propose des spectacles aussi de contes et également si vous avez envie de creuser un petit peu ce chemin vers la littérature orale et le conte, nous proposons un stage qui s'appelle les apprentis du conte qui est vraiment ouvert à tout le monde, que vous ayez pratiqué ou non. Et la première séance sera le dimanche 13 octobre, c'est un dimanche tous les 2 mois, donc vous pouvez nous contacter via le site fabriquedeséchos.fr. Merci beaucoup. De rien. Et on se retrouve le mois prochain avec une session de 2 histoires racontées qui seront des légendes. On en a parlé aujourd'hui. Merci de votre écoute et à très bientôt. Toute la journée, vous écoutez Dig Radio sur digradio.fr.